Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la seconde saison du podcast Un verre à deux, le seul podcast dédié à la RDR Alcool et animé par l'association Santé. Aujourd'hui, je retrouve Céline Belli, accompagnante RDR Alcool, pour parler de l'accompagnement de personnes dont les situations se sont aggravées, couramment appelées situations complexes. Bonjour Céline, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Du coup, avant de commencer à te poser quelques questions, je te propose de définir ce que nous entendons par situation complexe, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Il s'agit donc de situations dans lesquelles les personnes consomment quotidiennement de l'alcool depuis un certain temps et pour qui le manque d'alcool peut être un réel danger. Ce sont généralement des personnes qui ont perdu en autonomie dans la bonne réalisation des tâches du quotidien, à savoir la capacité à s'alimenter, s'hydrater, entretenir son logement, en passant par le fait de remplir ses obligations administratives. Et enfin, ce sont des personnes qui rencontrent généralement des problèmes de santé, que ce soit des santé mentales ou de santé somatique. Voilà ce que nous entendons donc par situation aggravée. Maintenant que nous avons défini ce concept, nous pouvons commencer. Donc, contrairement à l'intervention précoce où les personnes prennent des risques occasionnels et se posent des questions, ici les personnes prennent des risques dans leur quotidien et en subissent des conséquences dans ce même quotidien. Maintenant que nous savons plus précisément de quoi nous allons parler, j'aimerais te poser cette première question. Si l'on compare à une intervention précoce dont nous avons déjà parlé avec Jean-Sébastien dans le premier épisode, quelles sont les spécificités liées à l'accompagnement de personnes dont la situation s'est aggravée ? Donc pour les personnes dont les situations se sont aggravées, on constate de nombreuses ruptures dans leur parcours et leur quotidien, que ce soit des ruptures de droits, de ressources, de liens, de soins, des difficultés professionnelles, des logements inadaptés ou inexistants, sans évidemment qu'elles soient toutes concernées par l'ensemble. Notre accompagnement, il va donc être global et s'adapter aux besoins que la personne exprime et que l'on constate, en même temps qu'il va proposer des stratégies en réduction des risques alcool. On va avoir alors un rôle de coordination important pour les démarches médicales et sociales, pour la recherche de partenaires et pour favoriser un lien de qualité avec ces derniers. D'abord, pour commencer, pour que l'accompagnement soit plus efficient, il y a un long processus de déconstruction des représentations à enclencher, parce que ce sont des personnes qui ont très fortement intégré le stigmate de l'alcoolique, incapable et sans volonté, insoignable, et qui, plus que tous les autres, ne se soignent plus d'ailleurs, car trop souvent relégués à ce statut et renvoyés à la honte d'en être arrivés là et de ne pas réussir à s'en sortir. Les personnes qui consomment de l'alcool et arrivent dans des services de soins sont trop souvent mal soignées, subissent aussi des grands retards de diagnostic, sont méprisées, comme elles le sont d'ailleurs par l'ensemble de la société. De ce fait, la croyance que seul l'arrêt définitif est la solution, la porte de sortie et la résolution de tous les problèmes est très ancrée. Comme ils n'y parviennent pas, ils se disent que tout est foutu. C'est donc très important de redonner de l'espoir aux personnes, de les réconcilier malgré tout avec le milieu du soin, de mener un travail de déculpabilisation, de restauration d'une meilleure image de soi. Donc c'est important d'enclencher l'accompagnement par ce processus pour que la personne accroche à la démarche et puisse envisager un aller mieux. Ensuite, avec ces personnes, on va être dans des actions très concrètes. On va regarder ensemble comment s'organise la consommation d'alcool dans le quotidien afin de faire un bilan des risques pris et à sécuriser au mieux. Donc on réfléchit à la personne, avec la personne à des stratégies qui pourraient lui permettre de trouver un meilleur équilibre de consommation, à organiser les consommations, c'est-à-dire par exemple comment gérer l'approvisionnement, quel alcool sera le plus approprié selon le contexte, est-ce que la personne pense ou a l'occasion de manger et s'hydrater. Du coup au début, il peut nous arriver de faire des courses avec les personnes, de les aider dans leur gestion des quantités, de leur amener de l'alcool là où elles se trouvent, si elles sont en état de manque, de leur amener à manger, de rechercher avec elles quelles boissons hydratantes elles pourraient aimer, de les soutenir dans la gestion de leur budget afin d'éviter qu'elles soient en manque de ressources, etc. Dans le même temps, on va coordonner le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan des besoins médicaux et rechercher les soignants qui conviennent à la personne. On va prendre les rendez-vous avec elle, l'accompagner si besoin en rendez-vous, parfois même pendant le rendez-vous. On fait le lien avec le soignant. Souvent, on a un rôle de mémoire aussi pour les personnes, mais aussi de bouclier, dans le sens où le soignant ne va pas s'adresser à la personne de la même manière si elle est accompagnée. Ensuite, on va prioriser les actions à mener en fonction des demandes et des besoins. Alors, il y a plusieurs axes qui peuvent se dégager ici. Ça peut être du soutien administratif, des démarches liées au logement, du lien avec les proches,
la recherche de partenaires pour bien entourer la personne. En fait, il s'agit d'un soutien renforcé dans toutes les démarches nécessaires à l'amélioration de sa situation et donc de sa qualité de vie. Parce qu'on estime que c'est une fois que la personne aura retrouvé un peu de confiance et de stabilité qu'elle pourra envisager de stabiliser ses consommations et peut-être de les faire évoluer. Dans cet accompagnement, c'est important d'être dans une posture de proximité et de soutien renforcé, car les personnes ont lâché prise. Elles vont parfois être dans un suivi très irrégulier au début, lancer des démarches et ne pas aller jusqu'au bout, rater des rendez-vous. À Santé, on ne les lâche pas, on les rappelle si elles ne sont pas là au rendez-vous, on insiste, on fait pour eux au début s'il faut, on est très disponible. On accepte que les situations ne s'améliorent pas, mais qu'il faut rester présent pour limiter leur aggravation. Merci. Donc en effet, il apparaît dans ta réponse que la phase de déconstruction des représentations peut prendre pas mal de temps, car les personnes arrivent avec des idées, des représentations sur elles-mêmes et sur leur consommation d'alcool. J'entends aussi un focus important sur le quotidien et les besoins primaires des personnes. Également un travail pour repositionner la personne dans le droit commun quand elle en est exclue, ce qui est moins prégnant pour les interventions précoces dont on a parlé dans le premier épisode. Également une forte intensité de l'accompagnement avec de l'aller vers, du faire avec, faire à la place de, qui là encore est quelque chose qu'on retrouve très peu souvent dans les interventions précoces. J'ai également entendu une fonction de coordination de parcours qui est mise en place, là où elle n'est pas toujours nécessaire dans une logique d'intervention précoce. Et enfin, pour marquer cette différence entre les deux, j'entends une question d'objectifs qui peuvent être différents avec, là, dans tes propos, une volonté parfois d'arrêter l'aggravation de la situation avant même de penser à améliorer les conditions de vie. Il me semble donc, si on devait comparer avec l'intervention précoce, que c'est un accompagnement plus conséquent, plus global. Et du coup, afin de faciliter la compréhension par nos auditeurs et nos auditrices, pourrais-tu, dans la limite de la confidentialité qui t'est imposée, nous illustrer un accompagnement à l'aide d'exemples potentiels ? Je vais l'appeler monsieur pour garantir l'anonymat. Alors, c'est un monsieur qui a fait appel à nous via une collègue de travail et qui travaillait, qui était cadre, mais souvent en arrêt. Il vivait seul dans un logement dont il était propriétaire. Il avait des problèmes de santé assez importants mais non soignés. Il souffrait d'épisodes dépressifs importants, de solitude aussi beaucoup, d'une confiance en lui très dégradée et d'un sentiment de honte exacerbé. C'est un monsieur qui mangeait très peu, voire pas, sauf le midi quand il allait travailler. Il faut savoir qu'il était souvent en télétravail et il consommait du rosé, du vin rosé quotidiennement à partir de 10h environ et en continu jusqu'au soir. On a fait avec lui un bilan de ses besoins et ses demandes. On a priorisé les démarches ensemble. La première demande de monsieur était avant tout une demande d'aide pour son logement, qui était dans un état de laisser-aller proche de l'insalubrité, dont il avait forcément honte et dans lequel il ne voulait recevoir personne, y compris ses enfants, ce qui l'attristait beaucoup par ailleurs. Ensuite, il exprimait un besoin de soutien pour trouver une organisation de ses consommations les jours où il allait travailler, parce qu'il était très en difficulté dans ces moments-là. Et aussi, sans qu'il le demande, il avait bien sûr besoin de soutien pour ses consommations quotidiennes, parce qu'il se retrouvait régulièrement en état de suralcoolisation chez lui, occasionnant entre autres des risques de chute et mettant en péril son travail. Il devait aussi reprendre un suivi médical au vu de son état, même s'il n'en manifestait pas l'envie. Nous avons donc commencé notre accompagnement par tenter de trouver avec lui des stratégies de consommation afin qu'il se mette moins en difficulté. Donc ça a été par exemple l'inciter vraiment à manger le midi, trouver une boisson hydratante qui lui plaise, changer de façon de s'approvisionner. C'est-à-dire monsieur achetait plutôt des cubis de 5 litres, on l'a plutôt incité à acheter des cubis de 3 litres, à les verser dans des bouteilles pour avoir un peu une vision de là où il en était dans ses consommations. Également, on a vu avec lui comment il pouvait consommer quand il allait travailler sur site. Et ensuite, l'état de son logement conditionnant son mieux-être, on a rapidement réussi à nous rendre chez lui malgré ses réticences. Et on a passé du temps à nettoyer, ranger avec lui, à faire du tri. Ça plusieurs fois pendant notre accompagnement. Dans cette démarche, on visait quand même plusieurs objectifs. Celui que monsieur se sente mieux et puisse recevoir du monde.
Et aussi qu'il puisse se faire à manger, parce que bon, il a beaucoup de vaisselle accumulée et qu'il dispose d'un frigo utilisable et d'endroits de rangement un peu sains. Par ailleurs, l'état de santé de monsieur étant préoccupant, nous sommes avec son accord mis en contact avec son médecin traitant et on a un peu, avec lui, enclenché des démarches de soins. Donc on a coordonné ses rendez-vous médicaux, c'est-à-dire qu'on les a pris pour lui, on l'a accompagné à ses différents rendez-vous de prise de sang, de radio, d'échographie, de médecins spécialistes, etc. On a mis en place une aide à domicile ainsi qu'une infirmière lorsqu'il s'était blessé. On a été disponible quand ces enfants qui sont majeurs ont eu besoin de mieux comprendre ce qu'était suivi, quand ils ont eu besoin d'avoir un peu des billes pour savoir comment mieux aider leur père, comment accepter sa situation, ses consommations. C'est un accompagnement qui a été traversé par des périodes où monsieur se sentait mieux et où il est parvenu à faire attention à ses consommations. Et par des périodes beaucoup plus compliquées où son état de santé continuant de se dégrader, ça impactait fortement son état psychique. À cette fin, on a travaillé avec ce monsieur à ce qu'il soit hospitalisé en clinique de repos, qu'il puisse bénéficier là-bas d'un suivi médical renforcé, ce qu'il a fini par accepter. À la sortie de l'hospitalisation, monsieur a continué un suivi avec la psychiatre de la clinique. Il a continué de prendre un traitement qui l'a un peu stabilisé. Et avec tout ça, il a retrouvé un peu plus de mobilité. Il a pu envisager de partir rejoindre une amie en vacances, être beaucoup plus disponible pour se rendre à des rendez-vous. Il a aussi renoué un lien de meilleure qualité avec ses enfants qui étaient du coup moins inquiets, moins dans une posture de culpabilisation. Voilà. Donc nous sommes restés présents auprès de ce monsieur pour continuer de travailler à la stabilisation de ses consommations et coordonner ses rendez-vous médicaux, mais de façon plus légère, parce qu'il avait retrouvé plus d'estime de lui-même, donc plus d'envie de prendre soin de lui aussi. Aujourd'hui, on continue de voir ce monsieur régulièrement. Sa situation est parfois fluctuante, mais globalement, c'est amélioré, ce qui a un impact positif sur ses consommations. D'accord, écoute, merci beaucoup pour cette illustration. En effet, il ressort dans ta réponse un petit peu de manière concrète tous les éléments théoriques que tu m'as présentés tout à l'heure. À savoir, moi j'ai entendu un focus important sur le quotidien, les besoins primaires, avec la question du logement, de l'alimentation, qui semblait prioritaire dans ces cas-là. J'ai entendu un travail pour repositionner la personne dans le droit commun, puisque visiblement l'accès aux soins était compliqué pour monsieur, et vous avez travaillé ça avec lui. On ressent également une forte intensité de l'accompagnement, avec l'aller vers, le faire avec, le faire à la place d'eux, dont on parlait tout à l'heure, et qui se traduit par exemple par le fait d'intervenir directement dans le logement, par exemple. On ressent bien également la fonction de coordination de parcours, puisque tu t'es mise en lien avec les professionnels de santé qui entouraient monsieur, notamment le médecin traitant, qui semble être dans cette situation un allié majeur. Mais puis on voit aussi la notion de temps long, voire parfois de chronicité de l'accompagnement, puisque cet accompagnement continue encore aujourd'hui, tant que monsieur en ressent le besoin, et ce qui est parfois assez caractéristique des accompagnements face à des situations complexes. Et enfin, j'ai entendu un petit peu une nouveauté dont on n'avait pas forcément parlé au début, à savoir les proches aidants qui ont été reçus et relativement impliqués aussi dans cet accompagnement. Du moins, ils ont pu trouver un soutien de ta part, ce qui, là encore, est quelque chose d'assez spécifique aux situations aggravées. Céline, je te remercie pour tous ces éléments que tu nous as donnés. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à rajouter qui te paraîtrait nécessaire ? Je crois que non. Merci Léo. Merci à toi aussi pour le temps que tu as pris et pour ce partage d'expérience. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, week-end, en fonction de l'heure où vous écouterez ce podcast. Et on vous dit à bientôt.